Un balado Radio-Canada audio. Cet épisode comporte un langage et des propos qui pourraient ne pas convenir à certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Bonjour, vous avez bien rejoint l'Académie de voyage Bruno Blanchet. S'il vous plaît, laissez un court message. Hey, salut Bruno, c'est Louis-Simon. J'étais en Bolivie, je voyageais avec un Américain que j'avais rencontré sur la route. Puis on voulait aller sur une petite île sur le lac Titicaca. Fait qu'avec nos sacs sur le dos, on a marché une vingtaine de kilomètres pour se rendre à un village de pêcheurs où il y avait des bateaux. Rendu là, je te dirais qu'on avait vraiment notre journée dans le casse. C'est une vingtaine de kilomètres de trek, chargé avec nos gros sacs, à 4000 mètres d'altitude, ça fatigue son homme. On voulait pas payer le gros prix pour se rendre sur l'île. Fait qu'on s'est promené un peu sur le bord du lac, puis on a trouvé un bonhomme qui nous a offert un lift pour 4 fois moins cher. On a décidé de partir avec lui. C'était vraiment venteux cette journée-là, puis il n'y avait pas de moteur sur le bateau. On venait juste de partir, on était peut-être à 200 mètres du rivage quand le gars nous a dit qu'il avait mal au bras puis qu'il était un petit peu fatigué. Il nous a demandé si on pouvait pas ramer. Un homme d'un âge respectable, fait que, tu sais, on s'est mis à ramer. C'est juste quand on est débarqué sur l'île qu'on a réalisé, en plus d'avoir payé le gars, ben, c'était nous autres qui avaient fait un lift. Salut Bruno, bonne journée. Merci à Louis-Simon pour sa générosité. Ici Bruno Blanchet, bienvenue à l'Académie de voyage Bruno Blanchet. Là où c'est vous qui m'expliquez pourquoi est-ce une mauvaise idée d'essayer de réparer une boîte électrique dans un bungalow en bambou aux Philippines avec une fourchette. Aujourd'hui, on va encore faire un beau voyage ensemble de Bali à Paris, de la Papouasie à la Birmanie, en passant par Wimbledon et la Tanzanie, et on va explorer un aspect du voyage dont on pourrait tous très bien se passer. Il s'agit des arnaques. Monsieur le réalisateur, on n'a pas un effet sonore d'arnaque? Il s'appelle Guillaume, des fois je l'appelle Guimauve. Non, Bruno. Oh, come on, juste un petit bruit de caisse enregistreuse. Schling. OK, Bruno. Merci, Guilly, parce qu'à l'Académie de voyage Bruno Blanchet, les mots, on aime ça leur faire du bruit. Avant de commencer, je voudrais préciser que je ne me fais pas souvent déjouer par les arnaqueurs en voyage, parce qu'avant d'arriver dans un nouveau pays, je lis beaucoup sur le sujet et je reste aux aguets. Et ça compense un petit peu pour ma tendance à me perdre et à me mettre dans le pétrin. Aujourd'hui, au menu, donc, des arnaques classiques, des arnaques plus inusitées, des fausses arnaques et des quiproquos. On échange des conseils pour ne pas se faire arnaquer et en fin d'émission, dans les embarrasseries de Anne-Marie, quelqu'un va nous confier une histoire assez embarrassante. Merci à Paris. C'est un épisode très chargé, alors on part. La première arnaque qui nous guette dans de nombreux pays, elle est souvent orchestrée par la première personne qu'on rencontre, le douanier, un classique, avec le petit cadeau pour que ça aille plus vite, avec les frais suggérés, entre guillemets, pour ne pas passer à la fouille, ou avec le truc dans ta valise qui est interdit et qu'il doit absolument garder. Le douanier sait faire preuve d'originalité. Parfois, il est grand le défi d'éviter de se faire arnaquer aux douanes, mais il arrive aussi que la vie nous joue des tours. En 2005, j'étais en Éthiopie, j'avais fait le tour du pays, je voyais des ânes partout et j'avais envie d'avoir un animal de compagnie pour voyager et j'avais choisi l'âne. Je voulais traverser l'Afrique et descendre jusqu'au Cap en Afrique du Sud dans une petite carriole tirée par un âne. Ma prochaine destination était l'Ouganda et j'étais décidé, j'allais m'acheter un âne à la capitale Kampala.
Aussitôt atterré à l'aéroport, j'ai demandé au chauffeur du minibus qui allait m'amener en ville où est-ce que je pourrais m'acheter un âne. Il est parti à rire. Il dit « Il n'y en a pas d'âne en Ouganda, ni de chevaux. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « À cause des mouches tsetse, ça les rend fous, parce qu'on est trop proche de l'équateur. » Ça fait que je me suis acheté un bicycle. Un vélo de marque Hero, d'origine indienne, lourd, en acier, de 23 kilos. Un vélo dont on sert ici pour transporter des régimes de bananes. C'est un gros bicycle avec des freins approximatifs, un bon porte-bagages et pas de vitesse. Pas grave, je voulais pas aller vite et je voulais profiter au maximum du monde et des paysages. Le lendemain, je pars. Comme prévu, j'attire un peu l'attention des locaux. En fait, tout le monde me regarde. Je fais rire les adultes, je fais peur aux enfants et tout le monde me crie « Mozungu, Mozungu, Mozungu! Hey, le blanc! » C'est génial. Je fais le tour du grand lac Victoria en direction de la Tanzanie et je suis amoureux de l'Ouganda. Je suis accueilli partout comme un membre de la famille. En chemin, on me dit que la Tanzanie va peut-être être moins facile, qu'ils sont moins sympathiques, qu'ils sont plus à l'argent. Je mets ça sur le dos de querelles entre voisins, mais c'est quand même avec une certaine appréhension que j'arrive à vélo à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Je sais que le visa à la frontière coûte 50 $ américains et j'ai oublié de me faire de la monnaie dans la dernière ville. Tout ce que j'ai sur moi, c'est un billet de 100 $ US. J'ai aussi des shillings ougandais et 2 billets de 5 $ canadiens qui est en fait la monnaie du taxi quand je suis parti de Pierre-Éliott Trudeau. Mais ça ne me servira à rien. Quand on dit de l'argent US, ici, on veut du US. Et quand on n'en a pas, on vous fait le taux de change à un prix exorbitant. La frontière est à Mutukula, M-U-T-U-K-U-L-A. Je vous laisse 2 secondes pour aller sur Google Maps, rien que pour voir il est où, le milieu de nulle part. C'est bon. Il y a 1 kilomètre de camions de marchandises qui attendent en ligne. Je me faufile entre les remorques. Il y a un feeling de Far West. Je me sens petit, fragile et très, très rose. Je cherche et finalement, j'arrive à l'immigration. Et c'est une cabane en bois dans le champ. Pas de pancarte, rien. Il y a l'air d'avoir de l'électricité, mais je pense pas qu'ils prennent Interac ni la carte de crédit. À ce stade-ci, je suis certain que le mec de l'immigration va me dire qu'il n'y a pas la monnaie pour changer mon billet de 100 $. Désolé, Monsieur Blanchet, et ça va me coûter 100 $ au lieu de 50 $. Et c'est une bataille que j'ai pas envie de mener. J'ai déjà assez de me battre avec la route et le bicycle. J'ai accepté d'avance la défaite, mais je vais quand même leur sourire et être gentil au cas où. J'entre et l'homme en costume derrière le comptoir me fait un air étonné. Mais pas à peu près, c'est juste s'il se frotte pas les yeux comme dans les dessins animés. Il voit mon vélo par la fenêtre, il le pointe, il dit « You come with this bicycle? » Je dis oui. Il éclate de rire, il va chercher son chum dans le petit bureau en arrière et les deux se payent ma tête. Je garde le sourire. Il me demande mon passeport et me dit 50 $. Je sors mon billet de 100 et je lui dis « Sorry, j'ai juste un billet de 100, vous avez la monnaie? » Il hausse les épaules, il lâche un grand soupir, il prend mon passeport et il part. Il sort de la cabane. Je sais pas où il s'en va. J'attends. 5 minutes. 10 minutes. Je vois les camions qui passent la frontière au compte-gouttes. 15 minutes. Je me dis, ça y est, je le reverrai plus jamais, ni lui, ni mon passeport, ni mon argent. Il revient au bout de 20 minutes avec mon passeport étampé et un billet de 50 $ flambant neuf glissé dedans. Je suis surpris. Bienvenue en Tanzanie, qui me dit. Je le remercie dans sa langue, Asante Sana. Je sors et je mets le passeport dans ma poche. Et dans ma poche, il y a mon billet de 100 $. Il l'a pas pris. Je lui ai pas donné, je lui ai juste montré. Et plutôt que de me faire avoir de 50 $, c'est moi qui venais de le frauder. J'ai réfléchi 10 secondes. Je me suis dit que le pauvre monsieur, on va dire que c'est de sa faute. Il va falloir qu'il rembourse le 50 $. Sans doute qu'il n'y a pas une scène. Peut-être même qu'il va perdre son emploi, qu'il va être la honte de la famille, du village.
Je suis rentré dans la cabane avec le billet de 100 plié au fond de ma main. Je l'ai appelé au comptoir discrètement pour pas que son collègue m'entende et je lui ai dit « Je pense que vous avez oublié quelque chose. » Et j'ai glissé le 100 $ sur le comptoir. Ses yeux se sont allumés et il m'a fait le plus grand et le plus sincère des sourires au monde. Et il m'a dit « God bless you, Mr. Bruno. God bless your journey. You are a good man. » Je suis remonté sur le bicycle. J'avais des ailes. Il faisait beau. J'avais Dieu de mon bord en plus. Ah, qu'elle me plaisait la Tanzanie. Au premier resto où je me suis arrêté, le cuisinier qui a vu mon drapeau du Canada est sorti de sa cuisine en courant. « You come from Canada? » il me demande. J'ai dit « Oui! » Il dit « J'ai de l'argent de ton pays. » Et il part. Et il revient avec une pile de dollars Canadian Tire. Je pensais que j'étais dans un sketch de surprise. « T'es où, Marcel? » J'ai expliqué au cuisinier de quoi il s'agissait et je lui ai montré ce que c'était le vrai argent de mon pays. Pas bête, le gars, il m'a proposé un échange. Mes 2 billets de 5 $ contre sa pile de Canadian Tire. J'ai accepté avec plaisir. J'avais l'âme généreuse. Et puis, on sait jamais, je croiserai peut-être un magasin Canadian Tire en chemin. OK, à votre tour. Salut Bruno, c'est Cindy. On commence avec l'histoire de Cindy qui m'a bien fait rire parce qu'en termes d'arnaque classique, la sienne trône au sommet de la liste, coude à coude avec le compteur de taxi trafiqué et le bar un peu olé-olé où sur la carte des prix, écrit en tout petit, il y a un 500 $ que tu dois payer au doorman si tu veux ressortir avec ton nez pas cassé. En 2015, je suis allée en Indonésie avec ma sœur Joanie et mon amie Marjolaine. On a toutes lu à l'époque le roman Mange Priem d'Elizabeth Gilbert. On a vu l'adaptation au cinéma aussi avec Julia Roberts. Et dans mes recherches de voyage, je me rends compte que dans la ville d'Ubud, sur l'île de Bali, on peut rencontrer le fameux Ketut Liar. Ketut Liar est le fameux sorcier avec lequel Elizabeth Gilbert, interprétée par Julia Roberts dans le film, se lie d'amitié. Il paraît qu'il prodigue des conseils précieux et qu'il peut prédire l'avenir. On arrive à Ubud, sur l'île de Bali. Et la journée où on décide de trouver où il habite, on marche pendant au moins 2 heures. On tourne en rond, il fait une chaleur extrême, à peu près 45 degrés, pour enfin trouver son petit palais qui est assez à l'écart. Il n'y a pas beaucoup de monde, on est pas mal les seuls touristes vraiment à être sur place. On entre, il y a une dame qui nous accueille. Elle nous fait encore une fois attendre très longtemps. On voit que sur les murs des affiches du film Mange Priem, ça jure un petit peu dans le décor. Et on se dit, bon, il est content, il est fier de son expérience, il a envie d'en faire la promotion. Finalement, on finit par payer chacune 25 $ canadiens pour une consultation individuelle avec Ketut. Et là, je me retrouve devant lui. Il me parle vaguement de moi, de ma personnalité. Et là, il me dit que je vais avoir dans l'avenir des problèmes aux genoux. Et de faire attention aussi parce que je risque d'avoir mal au coude. Ça reste comme ça. Ma sœur le rencontre, suivie de Marjolaine, et après, on se retrouve toutes les 3 pour s'en reparler. Et on se rend compte finalement qu'on va avoir toutes les 3 des problèmes aux genoux et qu'on doit faire attention aussi parce qu'on risque d'avoir mal au coude dans l'avenir. Et là, on éclate de rire parce qu'on se rend compte qu'on vient de se faire arnaquer, littéralement. Ça n'a pas de sens, on s'est fait dire exactement la même chose. Et après une discussion un petit peu enflammée, il décide même de nous rembourser. Donc, c'était complètement absurde comme situation. Donc, c'était l'anecdote du faux Ketut Liar à Bali qui nous a fait perdre une journée complète. Bye Bruno! Merci à toi, Cindy. C'est vrai qu'en voyage, il est souvent difficile de distinguer le vrai du faux. Et des fois, quand on est à l'étranger et dans le trouble, on va jusqu'à se demander si ceux qui veulent nous venir en aide sont vraiment là pour nous aider. Hey, salut Bruno! Salut Bruno! C'est Rolly. C'est Maxime. On a une histoire d'arnaque pour toi.
Je n'avais jamais entendu parler de la prochaine arnaque, mais elle a tous les atouts pour devenir un classique, alors je les ai appelés pour en savoir plus. Salut Maxime, salut Rolly. Salut Bruno. Hey, merci d'abord d'être à l'Académie de voyage Bruno Blanchet. Quand j'ai pris connaissance de votre histoire, j'ai fait s'il faut leur parler. Ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air comme d'un scénario de film. Oh oui, vraiment. Rolly, photographe à 16 heures, avait déjà voyagé pas mal, mais c'était le premier voyage de Maxime et pour l'occasion, il s'était loué, 3 amis ensemble via Airbnb, un appartement dans un immeuble d'époque. On se lève le matin, il fait beau, on s'apprête à aller visiter les Champs-Élysées. Tu sais, vraiment le parfait setup du premier voyage, mais Rolly a oublié sa caméra en haut dans la chambre. En fait, c'est qu'on est 3. On a aussi un de mes amis à moi, Olivier. Fait que les 3, on descend en bas. On se prépare à aller se promener. Moi, je dis, hey les gars, j'ai oublié l'affaire la plus importante, ma caméra. Je prends les clés d'Olivier. C'est vraiment une clé en forme d'étoile qui a genre 12 têtes que quand tu tournes ça dans la serrure, tu as l'impression de débarrer genre un coffre-fort secret dans la ville de Paris en quelque part, là. Fait que c'est vraiment une clé vraiment complexe. Puis quand je la mets dans la serrure puis je la tourne, je suis plus capable de la ressortir. Fait que j'ai forcé un peu de gauche à droite. Puis en la sortant, j'ai comme littéralement pété le bout de la clé dans la serrure, là. J'aime comment tu essaies de te défendre, Rolly. Donc, Maxime contacte la propriétaire pour expliquer la situation. Elle leur laisse entendre qu'elle est hors de la ville, qu'elle s'en occupe dès que possible, mais qu'il y a des serruriers dans le quartier qui pourraient les dépanner. Fait que là, moi, je m'en vais dans un café-bar où est-ce qu'il y a du Wi-Fi pour rester en contact avec la proprio. Puis pendant ce temps-là, Rolly, lui, il est en charge de trouver un serrurier sur la rue. Il n'y a personne qui est ouvert. Mais à Paris, quand tu te promènes dans la ville, il y a des pubs de serruriers collés partout. Ces poteaux, ces murs, ces rues dans le métro, partout. C'est tout le temps marqué genre problème avec votre serrure, appelez le numéro des serruriers. Puis c'est tout. Fait que j'appelle une madame qui me répond, puis elle me dit aucun problème, je t'envoie un serrurier à l'adresse que tu m'as envoyée. Moi, je fais voyons, non, la vie est facile. Fait que j'appelle Max, moi, j'ai dit la bonne nouvelle, j'ai hey, c'est facile, j'ai trouvé un serrurier, il va être là dans 10 minutes, je m'en vais à l'appart le rejoindre. Et 10 minutes plus tard, il y a un serrurier qui arrive, mais il arrive avec son gros coffre à outils puis tout. Là, je dis, hey, écoute, j'ai pété la clé dans la serrure. Y a-tu un moyen juste d'enlever la petite pénouche qu'on voit avec une pince ou quelque chose? Il sort un tournevis, c'est pas une joke, là. Il sort un tournevis, il met le tournevis dans le trou exactement où la clé est pétée. Il prend un marteau puis il commence à fesser dedans comme il n'y a pas de lendemain. Lui, sa mission, là, c'est de transpercer la porte avec le tournevis pour que le tournevis se rende de l'autre bord, là. Bang, bang, j'ai hey, qu'est-ce que tu fais, la serrure? Je dis, arrête. Il dit, ouais, mais il est trop tard, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est trop tard. Il dit, ben là, j'ai tout brisé. Là. Je dis, oui, je le vois que tu as tout brisé, mais qu'est-ce qu'on fait rendu là? Je fais quoi, là? Puis là, lui, il commence à me dire, ah, putain, ben là, tu vois, avec une serrure détruite comme ça, c'est 2-3 000 euros la changer, quoi. Je fais, pardon? 2-3 000 euros. 2-3 000 euros. Puis, entre-temps, au bar, ça donnait que l'espèce d'homme à tout faire du bar, c'était sa journée de congé, il avait ses outils avec lui. Puis il m'avait déjà dit « Ah, je peux aller vous aider si vous voulez », puis tout ça. Fait que là, voyant ma panique, il dit « Ben, je vais y aller avec toi, je verrai ». Puis, comme de fait, l'homme à tout faire qui était avec nous confirme que c'est une porte qui appelle coffre-fort, une porte coffre-fort. Puis, il faut que tu changes la porte au complet. Oh my God! C'est ça leur scam, c'est qu'ils délibérément, ils détruisent ta porte, puis t'es obligé après ça de les réengager pour la changer. Rolly réussit à se débarrasser de l'arnaqueur et Maxime avertit la propriétaire que sa serrure est maintenant complètement détruite. Elle est évidemment furieuse, mais la porte est toujours fermée. Mais comme leurs affaires sont encore à l'intérieur... On n'est pas à une mauvaise décision près, fait que on essaie de trouver une nouvelle solution, puis on se dit peut-être qu'il y a moyen de passer par en arrière. Une fois rendu dans la ruelle, Rolly se rappelle que notre chambre avait des rideaux rouges, puis par le plus beau des hasards, on l'avait laissée entrouverte. Fait que on arrive pour monter, mais ça nous prend une échelle, puis Bruno, je te jure, ça avait l'air d'un vaudeville, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe dans la rue avec une échelle sous le bras. Au même moment, là, ça avait vraiment l'air d'un sketch. On est comme, on a besoin d'une échelle, puis il y a qui se promène dans la rue avec une échelle sous le bras. Mais à ce moment-là, il y a eu ça. Fait que là, comme de fait, le français, oui, vous avez besoin d'une échelle, ben avec plaisir, ben voilà. Mais lui, est-ce qu'il voulait vous charger pour l'échelle? Non, dans cette histoire-là, il y a quand même des bons samaritains, là.
Justement, en voyant que l'échelle est trop courte pour atteindre la fenêtre, un jeune Ukrainien qui passait par là décide aussi de leur donner un coup de main. Comme s'il n'y avait pas assez de monde déjà dans cette histoire-là. Oh, I can go up. I will help you. I can go up. Il prend l'échelle, il accote l'échelle et le gars commence à grimper. Clac! Il saute, il attrape le balcon, il se relève puis il se retrouve sur notre balcon en nous regardant d'en bas. On n'est pas capable de le faire descendre. Puis là, une fois qu'il est pris dans l'appartement, parce que la porte est encore pétée, on est comme, hey, il est peut-être de mèche avec l'autre gars, puis tout ça fait partie du même scam, genre. Qu'il y en a un qui pète la serrure, puis pendant ce temps-là, il y en a un autre qui fait semblant qu'il est le bon samaritain, puis qui se rend à l'intérieur. Fait que là, on capote encore plus. Puis là, moi, il faut que je réécrive à la proprio, parce que là, la situation a évolué, mettons. Mais là, comment tu y expliques ça? C'est ça, c'est... Ah oui, tu sais, là, tantôt, on t'a dit qu'on a tout détruit ta porte puis que ça prend 2-3 000 euros. Ben là, petit update, il y a en plus un Ukrainien pris dans ta chambre. Fait que là, on capote ben raide. Moi, j'en tremble. C'est ma première journée. Je suis comme, mais voyons donc, c'est ça, voyager? Ça? Y a-tu tout le temps des affaires de même qui se passent? Non, Maxime, c'est plutôt rare qu'on fasse appel à un faux serrurier, à un passant avec une échelle et à un Ukrainien acrobate. Mais au final, c'est l'homme à tout faire du bar qui met fin à la situation. Le gars du café qui est avec moi décide de nous aider. Il décide de passer proche de se casser le cou, de monter dans l'appartement lui aussi. Puis, de l'intérieur, avec ses outils, il a enlevé la serrure. Fait que ça n'a pas nécessité d'arracher la porte au complet. Il a pu enlever juste le truc. Donc, mission accomplie. Plus de peur que de mal. On s'est fait des nouveaux amis. L'Ukrainien était dans le camp des gentils, le passant avec l'échelle aussi. Mais les gars doivent quand même payer les dommages. Heureusement, après négociation avec la propriétaire et Airbnb, ils s'en sortent pour quelques centaines de dollars au grand soulagement de Rolly. La serrure coûte plus cher que tous les appartements de ce building-là combinés. C'est ça, moi, que je trouve absurde. Et puis, quelle leçon vous avez tirée de cette mésaventure-là? C'est d'être patient. On a cumulé les problèmes en prenant des décisions à cause de l'impatience, alors qu'on aurait juste pu attendre que la proprio nous réécrive. D'après moi, c'est l'impatience qui nous a amené à prendre des mauvaises décisions. Plus on voyage, plus on développe une sorte de sixième sens qui permet de se prémunir des arnaques et c'est normal avec l'expérience, mais c'est pas évident de toujours garder l'équilibre entre la paranoïa et la naïveté, comme on va le découvrir dans les prochaines histoires. Salut Bruno, c'est Ugo Manticone. Ah, Ugo Manticone, un auteur que j'adore et une mine d'or d'aventures à raconter. Ici, il nous apprend que si on veut marchander en voyage, encore faut-il avoir la confiance en soi pour le faire. Moi, j'ai une belle anecdote en souvenir d'un voyage au Burkina Faso. J'étais là comme coopérant international pendant 3 mois. Puis là, quand mon voyage arrivait vers sa fin, mais là, c'était le temps d'acheter des souvenirs de voyage. Donc là, je suis allé au marché municipal. Et là, j'étais tout heureux et je commençais à magasiner pour des djembés, des souvenirs, des sculptures, des vêtements, tout ça. Et là, je négociais un djembé puis j'étais vraiment fier de moi. J'avais vraiment un bon prix puis tout ça. Puis là, juste avant la transaction, je reçois une tape sur l'épaule, un jeune garçon qui me dit « Hey, attends, viens ici, suis-moi. » Puis il dit « Tu es en train de payer presque le double de la valeur du djembé. » Puis évidemment, dans les marchés, les prix sont pas écrits. Le jeune, il me dit « Viens. » Il m'apporte à un autre kiosque un peu plus loin. Puis là, il y a un djembé vraiment similaire. Puis je l'ai effectivement à la moitié du prix. Donc là, je me rends compte de mon incompétence. Puis là, il me dit « Écoute, vu que tu es blanc puis que tu es touriste, tu connais pas les vrais prix, mais moi, je vais te dire les vrais prix. Dis-moi ce que tu veux, puis on va magasiner ensemble, puis je vais tout t'avoir les vrais prix. » Puis là, je me suis lancé allègrement dans mon magasinage en toute confiance, puisque j'avais enfin un partenaire qui avait les vrais prix pour moi. Puis là, on faisait je me cachais pendant qu'elle allait acheter les choses pour moi, puis tout ça. Puis finalement, plus tard, j'ai appris que dans le fond, le premier djembé que j'allais acheter, j'avais effectivement négocié un bon prix. Mais lui, pour que j'aie confiance en lui, il est allé voir un autre vendeur avec moi. J'ai payé la moitié du prix, mais c'est lui-même de sa poche qui a payé la différence par la suite, juste pour que j'aie confiance en lui. Puis après ça, tous mes autres achats, il a fait vraiment une grande commission sur mon dos sans que je le sache.
Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend en voyage. Mais une arnaque sympathique, j'ai trouvé. Fort sympathique, en effet. Merci, Hugo. Faut savoir aussi qu'à force de vouloir trop économiser, des fois, ça devient juste ridicule et même un peu dangereux. Allô Bruno, c'est Mylène. Moi, je vais te raconter la fois où j'ai voulu économiser 2,50 $ canadiens au Laos. 2,50 $ au Laos? C'est quand même l'équivalent d'un bon lunch avec une bonne petite beer Lao. On entend parler en fait de la possibilité de prendre un bateau pour se rendre à la ville voisine et d'aller faire de la randonnée là-bas, puis tu peux dormir chez l'habitant. Fait que on s'en va se magasiner notre billet de bateau. Le gars me dit, si tu viens demain matin, je te fais ça à 1 $. Je suis comme, super, deal réglé, on se voit demain. Et entre-temps, je croise une dame et son mari de Strasbourg qui, eux aussi, voulaient se rendre là et qui me disent « Ah, on ramasse des gens pour notre bateau. C'est à peu près 3,50 canadiens chacun. » Puis moi, je ris intérieurement. Je suis comme 3,5 $, ben trop cher. Moi, j'ai un deal à 1 $. Puis les autres voyageurs se reconnaîtront peut-être, mais je pense que quand tu voyages dans un pays comme ça où les trucs coûtent pas cher, tu deviens super cheap. Oui, coupable. En Inde, je me suis déjà obstiné pour 25 cents. Donc, le lendemain matin, on arrive au quai, si on peut dire, sur le bord de la rivière. On paye notre billet, on embarque dans le bateau. Plus ça va, plus le bateau se remplit. Il y a toujours plus de gens qui rentrent dans le bateau. C'est comme, évidemment, à 1 $ le billet, là, ils en vendent. Hein? On se ramasse 25 touristes avec les 25 sacs à dos de 25 livres. On est super lourd. Fait qu'on part. Contre toute attente, ça se passe plutôt bien à bord du bateau. C'est une belle journée, les paysages sont magnifiques, c'est bucolique. Le long de la rivière, les locaux débarquent progressivement jusqu'à ce qu'il ne reste que des touristes dans le bateau. Et là, il y a vraiment beaucoup de courant. Vraiment, vraiment beaucoup. Et le moteur se met à forcer vraiment fort, puis on commence à trouver ça un peu bizarre. Et là, on se rend compte que le bateau se met un peu à dériver vers la droite. Donc, on s'approche des roches et de la terre. Et ça nous fait un peu paniquer. Et c'est à ce moment-là qu'on entend un son, un pac. Mylène ne le réalise pas immédiatement, mais son pac, c'est à la fois le son d'une hélice de moteur qui percute le fond et celui d'une roche qui troue la coque du bateau. On dirait qu'à ces moments-là, c'est tellement une situation que tu vis jamais. T'es pas comme le Titanic, c'est pas comme ça qui a coulé. Fait que c'était ma seule référence pour m'en sortir. Sauf que je regarde mes pieds puis j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Clairement, on est en train de couler. J'ai juste ramassé mon sac à dos. Ça a été un de mes premiers réflexes. Je me souviens d'avoir vu tout le monde se lancer d'un côté pour sortir. J'ai regardé Evan, qui était le Français qui voyageait avec nous, puis je l'ai juste vu sauter par-dessus bord. Il est parti, tu sais, dans le courant. Puis moi, je suis sortie du bateau et là, vu que tout le monde était d'un côté, le bateau a tangué. Et j'entends juste mon ami en arrière de moi qui me dit « Nage à gauche! » Puis je me dis ça, c'est vraiment une bonne idée. J'ai fixé un point, j'ai nagé jusqu'à une espèce d'île qui était comme des roches pointues, ça allait nulle part. C'était comme un bout de terre en plein milieu de la rivière. Et là, je me suis mis à brailler ma vie. Quand Mylène reprend ses esprits, elle voit l'équipage éparpillé sur 1 kilomètre le long des berges. Mais tout le monde est sain et sauf et la situation est presque drôle. Il y a un taille qui était dans le bateau avec nous qui avait déjà, en 2 secondes, tout installé ses vêtements pour les faire sécher au soleil. Moi, j'étais comme, c'est pas la première fois que ce gars-là coule. Tu sais, lui, il sait. Là. Finalement, Mylène, combien ça coûte pour essayer de sauver de l'argent? Pour économiser 2,50 dans le fond, avec tout ça, j'ai perdu pendant le naufrage des gougounes à 2 $. Ils nous ont remboursé notre billet. Fait que là, je rattrape une pièce, mais j'ai perdu un filet à moustiques qui était 60 $. Puis, pour aider le capitaine, on a décidé de lui donner à 400 $. Fait que finalement, j'étais 100 pièces dans le trou pour revenir à Nonkyo, être jamais allée de ma vie à Waianae. En voyage, on a un peu le droit d'être qui on veut, parce qu'il n'y a personne qui nous connaît. On devrait peut-être faire ça aussi dans la vie, on serait sans doute plus heureux, mais enfin. Donc, en voyage, on peut s'amuser à être quelqu'un d'autre pour qui tout est possible. Dans la prochaine histoire, on va voir qu'il y a des conséquences à ça aussi. Salut Bruno, c'est Alex. Alex Barrette.
L'humoriste Alexandre Barrette avait un grand rêve, celui d'aller à Wimbledon pour assister au tournoi de tennis légendaire. Je l'ai rappelé pour qu'il m'en parle. Hey, merci, Alexandre. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur, Bruno. Ben, c'est un grand honneur de te recevoir. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien unir Alexandre et Wimbledon? Ben moi, mon premier rêve dans la vie, c'était d'être un joueur de tennis. Moi, j'ai fait sport-études tennis. Fait que j'ai toujours tripé sur ce sport-là. Mes idoles dans la vie, moi, ça a été André Agassi, ça a été Roger Federer, ça a été des joueurs de tennis. Puis Wimbledon, c'est un tournoi mythique à Londres, évidemment, que tu connais sans doute, qui est quand même un événement sportif majeur sur Terre. Puis moi, c'était un rêve d'aller assister à ça. Sauf que la journée où on est allé à Wimbledon, il n'y a plus toute la journée. Donc, j'ai vu aucun tennis. J'ai vu 15 minutes de tennis. Oh non! J'étais un peu démoli parce que moi, c'était un rêve que j'avais depuis plusieurs années. Donc, je fais un statut Facebook le soir, on revient à l'hôtel, et Félix Auger-Aliassime, que tu connais peut-être, Oui. Jeune sensation du tennis, qui est rendu dans le top 15, top 20 mondial. Il est fabuleux, oui. Il est incroyable. C'est un être humain premium pour moi. À l'époque, lui, il jouait le tournoi junior, puis il m'écrit à mon statut, puis il me dit « Écoute, moi, je joue le tournoi junior. Si tu es encore à Londres samedi, je pourrais t'avoir une paire de billets de faveur. » Puis ça donne que c'est notre dernière journée qu'on est à Londres le samedi dont il me parle. Fait que je dis oui, parfait. Fait que j'arrive à Wimbledon sur le site. Je vais au comptoir des billets de faveur. Tout heureux. Il fait super beau. Un samedi magnifique. Puis 1 heure d'attente au comptoir de billets de faveur. Faut que je présente mon passeport pour récupérer mes billets pour avoir une pièce d'identité. Et le commis au comptoir des billets de faveur me dit il cherche depuis 5-6 minutes, puis je le sens un peu embêté, puis il me dit, gars, je pense que j'ai tes billets, mais c'est pas le même nom. Puis il montre l'enveloppe qu'il y a, puis c'est écrit Alessandro Barretta. B-A-R-R-E-T-T-A, puis Alessandro A-L-E-S-S-A-N-D-R-O. Puis je dis, non, c'est un gag, c'est moi, c'est le même nom. Mais il dit, on n'a pas le droit de remettre une enveloppe de billets de faveur si c'est pas le même nom que sur la pièce d'identité. Puis là, je dis, écoute, je sais pas, l'erreur s'est passée où, mais c'est moi, là. Puis il dit, ouais, je pense aussi. Il essaie de communiquer son supérieur, ça ne fonctionne pas, il ne réussit pas à parler à personne. Fait qu'il me dit, gars, je vais te donner. Effectivement, ça doit être toi. Combien de billets tu es supposé d'avoir? Puis je dis 2 billets. Puis là, il rouvre l'enveloppe, puis là, je le sens encore un peu plus embêté parce qu'il dit, il y a 4 billets là-dedans. Fait que là, je dis, écoute, je le sais pas. Puis là, j'ai dit que c'est Félix Auger-Aliassime qui joue le tournoi junior. Fait que là, je ne veux pas déranger Félix non plus. Mais bref, il me dit, gars, je vais t'en donner 2 des 4. Fait que je pars avec ça. L'affaire, c'est que les billets qu'il y a, c'est des billets sur le court central. Félix jouait, me semble, si je me rappelle bien, sur le terrain numéro 17. T'sais. Fait que je comprends pas que j'ai des billets pour le stade majeur. Fait qu'on y va. Puis non seulement je suis dans le stade, je suis 7e rangée du terrain. Et je te dis, Bruno, des fois, je me pince savoir si c'est moi qui ai inventé ça. À côté de nous, il y a David Beckham. La rangée en avant de nous, il y a John McEnroe, ancien champion numéro 1 du monde. Oui! Fait que là, je me dis, à un moment donné, c'est impossible que Félix m'a eu ces billets-là. Il y a eu une erreur. Tout Londres veut être là. On est à 7 rangées du terrain. Puis là, moi, je panique avec les remords, l'angoisse. Puis écoute, on est en train de voler 2 billets à quelqu'un. Puis là, je dis à Kev, écoute, viens-t'en, on se lève, on va reporter les billets. Puis Kev, il me dit, Alex, tu rêvais de voir Wimbledon, on est là, on est les mieux placés. T'es sûr de ce que tu fais? Oh, ouais, Kev, faut y aller. Fait qu'on se lève, puis il me dit, écoute, moi, je te suis, mais je te trouve un peu idiot, tu sais. Fait qu'on va reporter les billets. Je retourne au même préposé que j'avais eu. Le gars me reconnaît, j'ai même pas besoin de parler. J'arrive avec mes billets, puis il me dit, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Il dit, 2 minutes après que je t'ai donné les billets, il y a un Italien qui est arrivé, Alessandro Barretta, qui est venu chercher ses 4 billets. J'ai trouvé 4 autres billets équivalents collés, similaires. Puis il dit, gars, vu que c'est notre erreur, garde les 2 billets. Fait que là, j'ai wow! Moi, je suis athée, mais je crois maintenant au dieu du tennis. Ça a été peut-être une des top 5 plus belles journées de toute ma vie. Assis à côté de David Beckham et John McEnroe. Et grâce à un Alessandro Barretta.
Alex a choisi de dire la vérité et il a été récompensé, bravo. Et quand je vous disais en début de balado que moi, je ne me fais pas souvent avoir, mais que j'ai tendance à me mettre dans le pétrin, la prochaine histoire en est la preuve. La preuve aussi que des fois, pour s'en sortir, il faut un peu mentir, surtout quand la vérité est trop difficile à expliquer. Moi, j'aime les grandes villes, même les plus détestables. Je finis toujours par leur trouver un petit quelque chose. Mais Jakarta, en Indonésie, je l'haïs. C'est plat, c'est plate, ça m'ennuie. Et je mets n'importe qui au défi de me faire changer d'opinion, s'il vous plaît, parce que je suis pogné pour passer par là une fois de temps en temps et j'aimerais ça l'aimer au moins un petit peu, tu sais. Merci. Bref, je venais d'aller visiter l'île de Sulawesi en Indonésie et j'étais revenu à l'aéroport de Jakarta et je voulais repartir de là tout de suite. J'avais pas de plan d'envie, mais il fallait que je tourne un clip pour l'émission 3600 secondes d'extase, quelque chose de drôle. Alors j'ai décidé à l'aéroport de consulter pour une dernière fois mon livre Lonely Planet, le guide de l'Indonésie, qui était tellement épais à l'époque, il pesait quasiment 1 kilogramme, et de choisir au hasard une destination surprise. Ça allait être la fin de mon aventure en Indonésie. Chanceux, je suis tombé sur l'île de Irian Jaya, aussi nommée la Papouasie occidentale, et j'ai choisi d'aller dans la vallée de Baliem, au beau milieu d'une des jungles les plus denses de la planète. J'ai refermé le livre et je l'ai remercié en langue Bahasa Indonesia, Terima kasih, et je l'ai laissé sur un banc pour quiconque en aurait besoin. Je suis allé au comptoir m'acheter un billet pour un avion qui partait dans 2 heures, doublement chanceux parce qu'il y avait genre 2 vols par semaine. À mon arrivée à l'aéroport de Wamena, en Papouasie, il faisait chaud, humide. En attendant le transport pour aller à un hôtel, j'ai vu une statue super réaliste de policier grandeur nature à côté de la guérite des policiers qui gardaient l'entrée. Mais c'était une statue grandeur nature de Papouasie, où ils sont notoirement petits. C'était comme une petite police, et ça m'a fait rire. Ça fait que j'ai eu une idée pour mon clip pour 3600. J'allais poser la caméra sur un petit trépied devant la statue et j'allais apparaître plus loin derrière, comme ça on croirait que la statue est d'une grandeur normale. Et quand j'allais arriver à côté, on verrait que c'est un mini policier. Et ça serait drôle. Vous connaissez le film Top Secret des frères Zucker? C'est comme la séquence du gros téléphone en avant-plan dans le film, mais à l'envers. En tout cas, j'ai pris le temps de placer la caméra, j'ai vérifié l'angle et j'ai pesé sur REC. Je suis allé m'installer. J'étais excité de filmer, comme toujours, et j'avais pas vu qu'on m'avait comme remarqué. Surtout qu'il y a genre 0 touriste là-bas à l'époque. Or, quand je suis arrivé à côté de la statue de la mini-police, au lieu de me contenter de l'idée de l'illusion d'optique qui était déjà assez drôle, réflexe de clown, la statue, je l'ai trouvée funny et je lui ai donné une petite tape sur la fesse. Dans la guérite des policiers, ça a sifflé comme pour annoncer une pénalité au hockey. Bruno Blanchet, Canada, 2 minutes pour tape sa fesse. 3 policiers sont sortis et de loin, j'ai vu qu'ils étaient tous les 3 très fâchés. Et de proche, j'ai vu qu'ils étaient très petits. Mais c'était pas drôle, parce qu'il y avait des fusils et en plus d'être en crise, ils étaient un peu saoux. Après m'avoir donné quelques claques, ils m'ont ordonné de les suivre dans la guérite. Wow, fun! La prison dans la jungle en Papouasie, Bruno, ça te tente-tu? Je capotais. Je me suis mis le cerveau immédiatement en mode survie. Comment je me sors de ça? Comment j'explique ce que je viens de faire? Et comment je récupère la caméra? Je fouille fort dans ma tête et ça fly comme j'imagine dans la tête de quelqu'un à l'article de la mort qui voit le film de sa vie défiler devant ses yeux dans un effort désespéré d'y trouver une solution pour survivre. Et j'ai une idée. Dans la guérite, ils m'assoient, bang, et ils m'engueulent dans leur langue comme du poisson pourri.
J'attends qu'ils s'essoufflent un peu et plutôt que de m'excuser, je leur dis avec plein d'émotion, « Hey! Mon père, c'est un policier, comme vous. Et en ce moment, il est au Canada et il est malade à l'hôpital. Il a une maladie grave, très grave. Et je voulais faire un film juste pour le faire rire. Je voulais pas vous insulter. Je suis désolé. » Et je me mets à pleurer. Parce que, en disant que mon père, un plombier, était malade, c'était pas vrai, mais je l'ai comme imaginé malade. Puis j'ai eu de la peine pour vrai. Ça les a sciés. Ils se sont assis. Ils m'ont offert un verre de bière. On a fait un chin-chin. Celui qui avait l'air du patron m'a posé la main sur l'épaule. Et avec un sourire en coin, à moitié fin, il m'a dit « Ah, tu viens du Canada, toi. Est-ce que tu as de l'argent de ton pays? » C'est drôle comme la vie est bien faite des fois, hein? J'arrivais justement de Tanzanie où j'avais fait le plein. Et aujourd'hui, si vous visitez la Papouasie occidentale et que vous dites que vous venez du Canada, il y a peut-être un policier à l'aéroport de Wamena qui va être bien fier de vous montrer son argent Canadian Tire. J'ai déjà hâte de vous retrouver au prochain épisode. Je tiens à remercier tous les académiciens et académiciennes du voyage qui ont partagé leurs histoires avec moi. À chaque fois, c'est un immense plaisir de vous lire et de vous entendre. S'il vous plaît, continuez à partager avec moi vos meilleures anecdotes de voyage, qu'il s'agisse d'un événement surnaturel, d'un mode de transport incroyable ou d'une coïncidence inouïe. Envoyez-moi ça à l'adresse bruno.blanchet@radiocanada.ca et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec de nouvelles histoires, vos histoires à vous. Mais avant qu'on se quitte, tel que promis, voici Anne-Marie et ses embarrasseries dans lesquelles Juliane nous explique qu'il est peut-être dangereux de jeter son vieux sac à la poubelle dans un aéroport. Bonjour, ici Anne-Marie. Bienvenue dans mes embarrasseries. Aujourd'hui, on reçoit Juliane. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Toi, Juliane, t'as fait une grosse bêtise à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est ça? Je l'avoue, je l'admets. Alors, si tu veux pas te faire arrêter par la police, on peut modifier ta voix en pesant sur un bouton. Non, Anne-Marie, j'aimerais mieux pas. Mais c'est facile, je pèse sur le bouton. Je préfère ma propre voix. Et personne ne peut te reconnaître. Non, ça me rend mal à l'aise. Et c'est drôle. Redonnez-moi ma propre voix. Je vous en prie. T'aimes pas ça, hein? Ça me fait de la peine. OK, d'abord. OK. Alors, tu es à l'aéroport avec un vieux sac et avant de passer les douanes, tu l'as jeté à la poubelle. C'est ça? Oui. Alors, j'ai jeté mon sac dans la poubelle. Après ça, je suis allée enregistrer mes bagages et on est passé de l'autre côté des grandes portes vitrées à l'aéroport. Tu attendais ton avion? Ouais. Et là, tout d'un coup, on entend les intercoms de l'aéroport qui s'animent avec une voix assez grave, je dirais, et qui demande à la personne ayant oublié son sac dans une poubelle de bien vouloir venir le rechercher. Comment tu savais c'était toi? Je l'ai senti, c'était moi, on parlait de moi. Puis je me suis tout à fait confortée dans le fait que j'avais absolument pas besoin de dire que j'avais jeté un sac parce que j'avais rien fait de mal à jeter mon sac. Donc, j'ai rien fait. Et après ça, pas très longtemps après, il y a un autre message qui part, beaucoup plus impressionnant et qui demande l'évacuation partielle de l'aéroport Charles de Gaulle. Et là, tu te sens embarrassée. Oh, là, je me sens vraiment
Vraiment, vraiment pas bien. En fait, là, à ce moment-là, mon chum et moi, on était complètement paniqués. Là, j'étais comme, OK, là, il faut que personne ne me reconnaisse. Là, je me suis attaché les cheveux. J'ai sorti un chandail que j'avais. J'ai changé de chandail. T'sais, mon chum a changé de chandail. On s'est dit d'un coup qu'il y a des caméras qui nous ont vus, qui nous ont regardés, puis que là, ils veulent évacuer. Ils pensent qu'on est des criminels. Tout d'un coup, je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai, il y a 1 an et demi, c'était le 11 septembre 2001. Ça se pourrait qu'il soit un petit peu chatouilleux, mettons, sur les sacs dans les poubelles à l'aéroport. Un peu, oui. Alors là, j'avais le regard au sol, je faisais rien. Et là, tu sais, Anne-Marie, que ça peut être très, très long, hein, enregistrer des bagages. Alors, toutes les longues files avec les enfants, puis le monde écœuré, ils ont tous été obligés de sortir. À cause de toi. Oui, à cause de moi. Et là, il y a une escouade qui est arrivée, mais vraiment genre des messieurs, là, comme baraqués avec des soutes. Là. Puis là, ils sont venus mettre une grosse cloche de verre par-dessus ma poubelle. Et sous les yeux ébahis de nombreuses personnes, ils ont fait exploser le contenu de la poubelle. Oh, t'as pas eu peur un petit peu? C'était complètement surréaliste. Et pour vrai, on a retenu notre souffle jusqu'à ce qu'on soit dans les airs, là, en train de voler vers Montréal, où on s'est dit « Ouh, OK, on va pas se faire arrêter. » J'ai vraiment juste jeté un sac, mais en même temps, j'ai causé un émoi. Puis un de mes rêves, c'est très sincère, c'est de trouver quelqu'un qui était là ce jour-là. Ben, on va essayer d'en trouver, c'est promis. En attendant, merci Juliane. C'était l'Académie de voyage Bruno Blanchet. À la réalisation, montage et conception sonore, Guillaume Tellier. À la recherche, Evelyne Morin-Hull, Mathieu Ménard-Larouche, Marie-Julie Gagnon et Sarah Murphy. Ici Bruno Blanchet qui vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao! Un balado Radio-Canada audio.